J'ai aucun attrait pour la douleur. J'étais à Singapour. Ça faisait 7 ans que j'y habitais. J'ai formulé cette idée de partir faire ce tour du monde. Il y a eu 700 jours de voyage, donc 700 marathons. Est-ce que ma machine peut supporter ça? Tu notes. Enfin, un imprévu. Bah oui, on attend le grain de sable. Moi, j'avais tout planifié. Je voulais que ce soit du plaisir. Que ce qui était important dans ce voyage, c'était d'être capable d'aller jusqu'au bout. C'était d'être capable de faire ces 700 marathons. Elle sort de la voiture, elle me tombe en larmes dans les bras. Ça générait beaucoup d'émotions, en fait. Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, bienvenue sur ce podcast où on parle des meilleures stratégies de motivation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marie, si tu es là, c'est parce que je t'ai découverte à travers ton livre « Le monde sous mes pieds » où tu nous expliques comment, de directrice financière à Singapour, tu es partie faire le tour du monde en courant. Bah voilà, merci de m'accueillir en tout cas parce que c'était un très long voyage qui a duré 2 ans et demi, soit sur les routes à travers les continents. Et quand on revient de tel voyage, effectivement, une des choses qu'on a le plus envie de faire, alors je l'ai fait à travers le livre notamment, et puis je continue de le faire via des podcasts notamment, mais c'est de partager et c'est de faire profiter aux autres de ce qu'on a pu apprendre en toute modestie, naturellement, mais ce qui fait que un individu complètement normal peut tout à fait aller chercher en soi les ressources pour accomplir l'extraordinaire. C'est-à-dire c'est ce qu'il y a en nous qui va faire qu'on attrape les étoiles, mais il n'y a pas besoin d'être extraordinaire soi-même pour y arriver. C'est magnifique, merci beaucoup. Je pense que c'est au quotidien ma phrase préférée de dire et de se dire qu'on a tous et toutes les ressources en nous pour atteindre en tout cas nos objectifs dans quelques domaines que ce soit. Alors moi j'ai une première question pour toi Marie. C'est si on repense à la petite fille que tu étais, la petite Marie, peut-être de 5 ou 7 ans ou peut-être même 8 ans comme tu veux, à la petite fille que tu étais, c'était quoi son rêve à cette Marie-là? Quand elle était petite? C'était peut-être pas hyper bien défini, comme à 5-7 ans, c'est pas toujours hyper bien défini. En revanche, ce qui était certain, c'était que c'était d'être dehors, c'était de courir, de galoper, c'était d'être en pleine nature, c'était là où j'étais heureuse petite fille. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement n'a pas changé. C'est resté une constante. Ce que tu es en train de dire, c'est que en fait déjà petite, tu voulais vivre la vie à fond, quoi, expérimenter. Bah, pas nécessairement à fond, mais le curseur pour moi c'était là ailleurs. En fait, j'ai toujours été attirée. J'avais une grand-mère qui venait de Suisse, Italie. Elle me racontait ses histoires. Moi, ça me paraissait exotique, lointain, différent. Et même quand on allait en vacances avec mes parents, moi c'était une frustration toujours parce que l'idée d'aller juste voir un endroit et puis d'en repartir, c'était terrible. Moi, je voulais savoir comment on vivait là. Je voulais savoir comment on parlait, comment on s'organisait, comment c'était dans ce bel appartement que j'aperçois là-haut. Comment c'est de vivre là-dedans et de vivre dans cette ville, etc. Moi, c'est l'ailleurs et les autres modes de vie. C'est comment on vit sur cette terre qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressée. Et alors, comment on en vient au fait, à un moment donné, un jour, de se dire, tiens, je vais aller faire le tour du monde en courant? Ça arrive pas tout seul, Dans mon cas, il y avait quand même 20 années de nomadisme derrière moi. J'avais quitté la France en 98 pour mes études et puis je suis jamais revenue. Et mon mode de vie, ça consiste à m'installer quelques années dans un pays, d'apprendre les langues, les codes, les cultures, de m'installer, d'y travailler, de faire un bout de chemin. Et puis voilà, quand l'envie d'ailleurs se réveille un peu ou quand une opportunité se présente, eh bien de remettre ma vie dans 2 valises et de repartir. Donc ça, c'était quand même 20 ans d'existence très, très nomadique. J'étais à Singapour ça faisait 7 ans que j'y habitais, j'ai formulé cette idée de partir faire ce tour du monde. Donc c'est pas arrivé tout seul, c'est une manière différente que j'ai pensé d'aller découvrir le monde. Voilà. Moi, ça m'a séduit tout de suite et ça m'a embarqué dans un processus qui était tellement fort que contre vents et marées, je savais que j'allais aller jusqu'au bout.
Et c'est beau d'ailleurs parce que comme tu le racontes dans ton livre, donc on connaît, enfin tu nous expliques un petit peu ton histoire avant, mais surtout cette préparation finalement où tu te rapproches de gens qui l'ont déjà fait. Pour établir un petit peu ton plan, tu décides d'aller travailler. Alors, je sais plus si tu reviens en courant ou si tu y vas en courant. En tout cas, pendant 1 an ou 2, c'est ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire que tu mets en place toutes les capacités qui sont physiques. Enfin, en tout cas, là où tu pourrais douter d'être capable de le faire au quotidien, t'es déjà en train finalement de préparer ton corps et ton mental à vivre ça. C'est ça. À partir du moment où l'idée a été formulée, entre le moment où je formule l'idée et le moment où je pars, il s'écoule 2 ans. Et dès le début, je commence déjà à mettre les choses en place. J'identifie très vite qu'il y a 3 axes, physique, logistique et financier. Et je me dis, je sais pas quand je vais partir dans ce tour du monde, mais je partirai quand les 3 seront ouverts, en gros. Et donc, je commence tout de suite. Effectivement, le physique, je reviens du bureau tous les soirs. Je voulais pas aller au bureau en courant parce que y aller, ça implique une pression en fait. Faut être au travail à une certaine heure, il y a des rendez-vous dans la journée, etc. Mais je pensais qu'en revenant, je me débarrassais de toute forme de pression extérieure. Moi, il y avait personne qui m'attendait et c'était très bien comme ça. Donc, je pouvais rentrer à mon rythme. Si ça incluait des pauses, si ça incluait des bouts en marchant, et ben très bien. Et donc, comme mon bureau était à 20 kilomètres exactement de ma maison, ça me faisait mon demi-marathon tous les soirs pour revenir du travail. Et finalement, c'était une manière de me tester, de me dire est-ce que mon corps peut supporter la charge. Et non seulement peut supporter la charge, parce que ça m'intéressait pas de le faire dans la douleur, mais est-ce que je peux le supporter et vivre très bien. Et pour moi, le test, c'était ça. C'était de repartir au bureau le lendemain matin, fraîche, comme si de rien n'était. Et c'était le cas sur un semi-marathon. Et puis, j'organisais aussi des petits voyages marathons où j'enchaînais donc tous les jours des marathons. L'idée, c'était effectivement ça, de tester. Est-ce que ma machine peut supporter ça? Et en fait, finalement, ce qu'on teste, c'est pas vraiment finalement, mais ça je l'ai découvert plus tard, c'est pas est-ce que ma machine est capable de supporter tout ça, c'est en fait finalement ce qu'on teste, c'est est-ce que mon envie est assez forte pour me faire supporter tout ça. Mais ça, on le découvre au fur et à mesure. C'est là où je voulais t'emmener, en fait, parce que tu sais, enfin, en préparation mentale, tu le sais peut-être, ou en tout cas, dans d'autres techniques, on parle d'un moment donné, quand on a un projet, un objectif et qu'on veut un résultat. Alors, il y a la motivation, ok, mais il faut aussi prendre le facteur capacité et puis le facteur déclencheur. Et en soi, s'il en manque un des 3, en fait, tu peux pas aller jusqu'au bout du chemin. Et ton déclencheur, il doit suffisamment être fort, et c'est ce que tu viens de dire, en fait, quelque part, puisque tu parles de mentalement, en fait, c'est pas tant physiquement d'être sûr que ça fonctionne, c'est d'être sûr aussi mentalement qu'à la répétition, elle fasse que ça marche. Donc, moi, ma question, au-delà de ça, c'est ton déclencheur vraiment interne fort, c'est quoi? L'envie de voir le monde. L'envie de voir le monde. Alors, je peux tellement comprendre, et à travers ton livre, tu nous fais partager tellement de choses et tu nous le décris avec tous tes sens. Pour moi, c'était ça, une fresque. J'appelle ça une fresque sensorielle déclinée aux 5 sens, parce que c'est une expérience de la planète qui est complètement unique. C'est-à-dire que moi, j'ai l'expérience de tous ces continents que j'ai traversés au rythme de mes foulées, avec une expérience sensorielle complète, la mémoire olfactive, la mémoire de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai ressenti, de la qualité de l'air ce jour-là, de ce que j'ai foulé de mes pieds, de ce que j'ai goûté aussi. Et ça vient former parce qu'en fait, c'est comme si tous les jours, l'expérience sensorielle, les 5 sens, la mémoire de ce qu'on a ressenti vient s'encapsuler un petit peu dans une petite pastille, et tous les jours, il y en a une autre qui vient s'accoler aux précédentes. Et elle est là, la fresque. Et c'est au final, on a cette espèce de fresque extraordinaire du monde, et l'envie, c'est effectivement d'une part d'essayer de la retranscrire et puis de la partager, et puis de faire passer cette valeur incroyable qu'il y a à faire l'expérience de cette planète sur laquelle on vit autrement, sans filtre, sans écran, par soi-même et donc par ses sens. Et c'est beau parce que, tu vois, nous, en PNL, on parle d'ancrage de ressources. À chaque fois qu'on a quelque chose, alors peut-être que tu connais, mais à chaque fois qu'on a une expérience de vie qui est très, très forte, en fait, on a des techniques qui font qu'on peut s'en rappeler très fort et revivre, y être associé comme si on y était, et ressentir en même temps toutes les sensations et tous les bienfaits que ça nous a apporté à ce moment-là. Et en fait, quand tu es en train de nous le raconter là, donc moi, quand je l'ai lu, je l'ai ressenti. Mais là, quand tu es en train de nous le raconter, on le voit sur ton visage que tu peux presque te reprocher et ressentir encore comme si tu y étais certains épisodes de ce voyage-là. Est-ce que je me trompe?
Oui, non, non, pas du tout, tu te trompes pas. Mais c'était encore plus que ça, c'est-à-dire que pendant tout mon voyage, donc tu vois, il y a eu 700 jours de voyage, hein, donc 700 marathons, donc 700 étapes. Et en fait, j'avais un petit jeu que je faisais, puisqu'on cherche à s'occuper parfois en courant, hein, à se distraire un peu de la route. Et ben, je me repassais. Alors au début, c'était très simple. Hein, je me repassais toutes les étapes que j'avais faites, une par une. Donc par exemple, ça faisait Paris, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie, machin, etc. Évreux, Rouen. Et alors au début, il y en a 3, puis il y en a 5, puis il y en a 10. Et les 700, alors que j'ai pas une très bonne mémoire hein, d'ordinaire, j'arrivais à me les repasser dans tous les sens. Je me disais, allez, aujourd'hui, je me repasse l'Amérique du Sud. Et je me repassais une à une toutes les étapes de l'Amérique du Sud, à l'endroit, à l'envers. Et ce qui était formidable, c'était que c'était pas juste des noms, c'était pas j'égrenais pas des noms. Chaque étape, en fait, me rappelait, la raison pour laquelle je me rappelais, c'est parce que je savais. Parfois c'était rien. Hein. J'ai vu un lapin dans un champ le matin au lever du soleil et ses oreilles étaient translucides et je suis restée là à le regarder pendant 5 minutes et c'est complètement débile. Mais voilà, ça c'est mon étape qui m'emmène à Avignon ce jour-là. Et ça je m'en rappelle. Et sur chaque étape il y a quelque chose. Il y a quelqu'un, il y a une personne que j'ai rencontrée, il y a une discussion que j'ai eue, il y a un monument incroyable. L'arrivée sur Rome, c'est 1000 choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas juste des noms de villes, c'était pas juste des passages. En fait, mon voyage, c'était pas juste une course, c'était vraiment une expérience du monde. Complètement. Et alors, il y a un truc assez fou, puisqu'on en a parlé vite fait juste avant, enfin, en tout cas, on l'a énoncé. C'est comment tu transformes. Alors, tu parles je sais plus si tu dis défi. Ah non, tu parles d'imprévu. Il y a une phrase dans ton bouquin, alors je l'ai pas sous les yeux, mais j'ai dû la montrer à mon mari derrière. Quand tu parles de cette pandémie, puisque finalement tu commences tes marathons, en tout cas ta traversée, et la pandémie a fait son apparition. T'es en Italie, je crois, si je me trompe pas. Tu t'es super bien préparé, donc tu nous expliques comment tu t'es préparé, etc. La pandémie arrive. Alors je sais plus si t'as plus de logement ou du logement, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ce paragraphe, tu notes, enfin un imprévu. Bah oui, on attend le grain de sable. Moi, j'avais tout planifié. Donc, en fait, mon tour du monde était planifié dans un immense tableau Excel, étape par étape, avec toutes les informations du jour, à la date près. Et alors, autant au début, c'est vrai que dans les premiers mois, c'est une certaine satisfaction de dérouler le plan parfaitement et de se dire qu'on a su bien planifier et bien exécuter. Autant au bout d'un moment, on se dit mais il faut qu'il y ait quelques grains de sable et puis c'est là où ça va devenir finalement encore plus intéressant. Et arrive la pandémie et plutôt que de me faire dire bon bah voilà une pandémie bah voilà c'est la fin de cette aventure, un tour du monde il peut pas continuer à travers une pandémie, plutôt que de me dire ça en fait c'est le grain de sable que j'attendais. Alors attention hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas accueilli la pandémie avec joie, naturellement c'était une catastrophe et j'en suis bien consciente, mais au-delà de ce que c'était, ça m'a forcé hors de ma zone de confort, si on peut parler de zone de confort quand on court un marathon par jour, ça m'a poussé hors de mon plan établi et ça m'a emmené vers une improvisation complète au jour le jour. En fait, ça a démultiplié l'intensité de l'aventure que je vivais. Alors toi, c'est comme ça que tu le ressens, parce que si je dois faire un parallèle avec avec les personnes que je peux rencontrer dans la vie, dans d'autres cadres qu'un marathon ou que même un marathon par jour pendant 2 ans et demi, c'est qu'à un moment donné, l'environnement, il est très important pour la plupart des gens et pour générer certains comportements. Et s'il y a un tout petit truc, un grain de sable qui se met, comme tu le dis, hein, qui se met un petit peu dans la machine. Du coup, pour certaines personnes, ça démantèle complètement leur stratégie d'action et leur comportement, qui font que parfois ils pensent qu'ils sont plus capables d'y arriver. Or toi, t'arrives à ce moment-là à en faire une force. Oui, parce que c'est un challenge en fait. Le grain de sable, pour moi, c'est le challenge. Il y a d'autres scènes dans le livre. Hein. Je parle de jours en Italie où je me retrouve coincée par une rivière et il n'y a pas de pont. Et je suis au milieu de nulle part. Il va falloir que je la traverse cette rivière. Je sais pas comment. J'ai ma poussette à bout de bras avec mon équipement dedans. Et en fait, c'est dans ces situations où on est confronté à l'impossible. Hein, la pandémie, quand on fait une tour du monde, c'est l'impossible. Là, une rivière avec pas de pont, quand on doit la traverser avec son équipement, c'est aussi l'impossible. Et finalement, c'est dans ces moments-là où je sais, parce que je l'ai fait tellement de fois dans ma vie, le saut dans le vide, je sais que c'est là où on va aller trouver des ressources où on ne soupçonne pas. Et en fait, des ressources qu'on ne soupçonne pas dans des endroits qu'on ne soupçonne pas, pardon, j'ai du mal. Et donc, pour moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est là où c'est intéressant.
Finalement, tu te découvres à chaque voyage, fois, bien quoi. sûr, mais c'est le voyage et l'aventure, bien sûr. C'est parce que on se cherche soi et puis on cherche le monde aussi. Mais les deux vont ensemble, en fait. On peut pas les chercher l'un sans l'autre. C'est forcément une quête initiatique. Ouais, bien sûr. Alors, et est-ce que tu peux me dire, quand tu es dans ces moments-là, parce qu'il t'as eu plein d'autres choses, hein, plein de défis, et je crois que j'avais noté ce passage-là où, du coup, t'essayes pour voir, enfin, dans le pont, il y a pas de pont, mais tu commences à traverser la rivière, t'analyses, ok, bon, j'ai de l'eau jusque-là, c'est possible, ok, et puis finalement, tu continues un petit peu plus loin, puis il y a encore un autre obstacle, et finalement, en fait, ta machine, se met en marche pour aller chercher tout un tas de solutions qui existent, et je sais plus si c'est même ce même jour-là où finalement, t'es trempé. C'est peut-être pas le même jour. Et le monsieur, ou enfin, en tout cas celui qui doit t'offrir un logement, c'est le même jour? Oui, c'est le même jour. Ah bah voilà. C'était une journée assez terrible. Voilà. Tout s'est enchaîné. Ouais, effectivement. Et puis le logeur arrive et puis il faisait -5 degrés cette nuit-là. Et il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'électricité. Enfin, bon, bref. Mais et qu'est-ce que tu te dis là à ce moment-là? Je me sens extrêmement vivante. je me sens vivante. Je me sens capable et en accord avec mon environnement. Je sens finalement, de manière assez étrange, mais je sens l'hospitalité de mon environnement dans des conditions extrêmement inhospitalières. Mais le fait tu vois, j'ai pas beaucoup de certitude, hein. Quand on est dans ce genre d'aventure, on a aussi beaucoup plus de doutes que de certitude. Mais finalement, dans ce moment-là, c'est un moment de grâce, une petite certitude qui vient vous dire, quelles que soient les conditions, tu as toutes les ressources en toi pour y arriver. Et ça, c'est extraordinaire finalement. C'est rare, hein, mais quand ça arrive, c'est un petit moment de grâce. C'est superbe, ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler un imprévu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui arrive au milieu de quelque chose qui était plutôt compliqué, ou en tout cas qui t'a demandé de l'effort. Il y a un autre moment qui est fort aussi, sans tout dévoiler de ton bouquin, hein, mais ou qui m'a vraiment beaucoup ému. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très fort. En tout cas, c'est quand c'est une voiture qui se rapproche de toi. Alors, je sais plus la marque de la voiture, etc. Mais en tout cas, c'était une dame qui sort de la voiture. Ça m'attire. Et qui tombe en larmes dans mes bras. Ouais. Oui, mais c'est ça aussi c'était un autre aspect du voyage qui était assez fort, c'est de voir ce que mon voyage représentait pour les autres. Alors, la pandémie, on vient d'en parler, donc moi je représentais quand même un sacré électron libre, une certaine forme de liberté que personne pouvait se permettre. Hein. Moi, quand on me voyait dans mon voyage, ça faisait toujours, il y avait toujours un petit peu des yeux qui brillaient. Je sentais ça générait beaucoup d'émotions en fait. Et puis ce jour-là, j'étais en train de traverser l'Amérique du Nord, effectivement, et cette dame-là, elle avait vu un article sur moi la veille dans le journal local. En temps, il y avait des journaux locaux qui s'intéressaient un peu à mon aventure. Et donc, je suis assez reconnaissable. Hein. J'ai ma casquette rose sur la tête, je cours le long des grandes routes et j'ai une poussette devant moi. Et donc, quand elle me voit, en fait, elle arrête sa voiture juste devant moi sur la bande d'arrêt d'urgence et elle sort de la voiture, elle me tombe en larmes dans les bras. Et donc, j'essaye d'écouter un peu son histoire au travers des sanglots et je finis par comprendre qu'en fait, aujourd'hui, c'est un jour terrible pour elle. Elle marque le premier anniversaire de la mort de son fils unique. Et elle est naturellement écrasée par le deuil, par la souffrance, par la tristesse, partout. Et elle me dit, je suis partie ce matin de chez moi au volant de cette voiture en me disant qu'il fallait que je trouve un signe, quelque chose qui me dise que la vie vaut d'être vécue. Et elle me disait, je savais pas ce que c'était, mais il fallait que je trouve quelque chose. Et elle me dit, et là, je vous vois sur le bord de la route. Et alors, donc moi j'ai du mal à imaginer que je peux représenter tout ça pour une femme en fait. Et puis tout d'un coup, elle fait un geste incroyable. Elle me glisse au creux de la main un petit morceau de tissu où sont gravées les dates de naissance et de mort de son fils. Et elle me fait faire la promesse de l'emmener avec moi, ce petit bout de tissu, jusqu'au bout de mon tour du monde. Et en fait, j'ai compris en m'éloignant, en courant ce jour-là, j'ai compris ce qu'elle avait fait en fait. Elle voulait pouvoir penser à son fils, embarqué dans un voyage merveilleux avec cette fille à la poussette dans son tour du monde. Et elle voulait, du coup, pouvoir transformer toutes ces pensées de deuil, de manque, etc., en se disant « Ah, mais où est-ce qu'il est en ce moment ? Tiens, il est en train de traverser l'Amérique du Sud. » Ou voilà, elle voulait pouvoir
de temps en temps, voilà, je pense pouvoir penser à lui dans ce voyage d'une autre avec façon. moi. J'ai trouvé ça extraordinaire en fait, ça m'a beaucoup touchée. Ouais, et tu le relates avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Et c'est très beau, et puis du coup on a l'impression que ces mouchoirs, ce petit bout de tissu, vraiment à chaque fois qu'on est quelque part à travers tes pages, on imagine la maman, comme tu le dis, qui s'imagine que t'es partie avec elle et avec son fils, quoi. Et alors justement ce regard des autres, parce que ce qui est vraiment chouette en fait dans ton parcours, alors il y a la performance physique évidemment, d'ailleurs on y reviendra un petit peu à la fin parce qu'il y a quelque chose qui est très surprenant aussi dans ce que tu racontes, mais c'est aussi comment les gens, alors peut-être hormis le monsieur avec son fusil, mais sinon, comment les gens sont hyper bienveillants. Alors tu parles de cette poussette que tu traînes, peut-être le regard des gens qui pensent que tu balades un bébé, etc. Mais au final, ta famille qui est là au point de rendez-vous, tes amis, enfin, il y a toujours une connexion. T'as toujours l'air, en tout cas, d'être dans ton aventure et en même temps en connexion avec le reste du monde, comme si c'était quelque chose qui continue à te porter en même temps. Ouais, c'était très important. Moi, pendant la première année et demie de l'aventure, j'étais bloquée en Europe. Donc l'Europe, pour moi, c'était un terrain de jeu que je connaissais plus ou moins bien. Et donc j'ai vécu un peu en Grèce, un peu en Suisse, un peu, etc. Donc il y avait toujours un peu des gens que je connaissais. Je me sentais très connectée et très entourée. Et puis je m'étais dit, mais comment ça va se passer quand je débarque en Amérique du Nord, où effectivement, à part quelques voyages à faire à New York, je n'y ai pas beaucoup mis les pieds, donc je connais personne. C'est un continent entier en fait. Et finalement, c'est cette poussette que je trimballe et qui me singularise énormément sur la route. Finalement, elle favorise la bienveillance, la curiosité et l'envie de venir en aide presque. Combien de fois on s'est arrêté sur le bord de la route pour me demander si le bébé avait soif, s'il voulait quelque chose à manger, si on avait de quoi se loger ce soir. Et du coup, c'était un peu mon magnète à rencontre, cette poussette. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 2 ans et demi, seul sur les routes du monde, j'ai pas été l'objet de malveillance. J'ai pas été la cible d'aucune attaque ou d'aucune bassesse ou quoi que ce soit. Une femme seule sur les routes du monde. Et pour moi, c'était important de le partager parce que il est peut-être pas aussi dangereux qu'on veut bien le dire. Ce monde. Voilà. Et donc, il y a une valeur aussi à y aller. Et c'est super important aussi de le relever parce que tu vois, alors moi je cours, alors pas un marathon par jour, mais en soi, je me suis jamais lancée, ne serait-ce que seule en forêt ou en trail, etc. pour diverses raisons et variées. Et en même temps, je me dis mais pourquoi pas et en soi, en fait, ce qui m'intéresse dans ta stratégie finalement alors il y a plein de choses. Cette stratégie de motivation, c'est de me dire ok, un jour j'ai décidé, le chemin s'est fait, t'as pris l'action, ok, je vais faire le tour du monde en courant, je vais me préparer, monter en capacité physique, me préparer mentalement, savoir comment mon mindset il va tenir sur la durée, je m'entoure de monde, etc. Peut-être même que tu l'as visualisé, je sais pas. Comment ça se passe? Tu t'es imaginé, projeté mentalement avant? Oui, mais c'est-à-dire que dans ma préparation, quand j'allais faire ces voyages marathons, l'idée c'était de répliquer les conditions de ce tour du monde. Donc par exemple, j'habitais à Singapour, donc l'Australie est pas très loin et puis beaucoup plus tempéré, donc ça m'arrivait d'aller faire des voyages marathons là-bas. Et donc je répliquais les conditions du tour du monde. Donc je partais poussette à la main avec mon équipement de camping, j'avais préparé les étapes tout comme elles allaient être préparées pendant le tour du monde. J'étais en autosuffisance, j'avais mon eau, ma nourriture et l'idée c'était de me dire est-ce que la réalité de ce que je vais faire va au moins être à la hauteur de ce que j'attends? Est-ce que c'est vraiment le plaisir, le kick-fou que j'attends? Et en fait, la réponse, elle est venue instantanément dès le début. En fait, à chaque fois que je faisais ces fameux voyages marathons de 3, 5 ou 8 jours, j'étais tellement triste quand ça s'arrêtait, parce que pour moi, ça y est, c'était lancé. Et puis, c'était la sensation de liberté qu'on ressent est juste phénoménale. Le plaisir est incroyable. Le fait d'avoir le temps, d'être libre. Je suis en plein marathon, mais si j'ai envie de m'arrêter 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure pour regarder les petits kangourous qui sont dans le champ à côté ou d'écouter le son des perroquets, il y a rien qui m'empêche de le faire. Je le fais. C'est une liberté folle parce que c'est pas une course en fait. Et c'est un voyage. Ouais, c'est super. Voilà. Sur ces 700 marathons, alors il y a 2 choses. La première, c'est, tu vois, juste avant, je discutais avec quelqu'un qui me parlait de performance. Et en soi, à mon sens, pour moi, la performance, c'est comme la réussite. En fait, on a chacun
définition du mot performance ou réussite. Le fait que tu me dises là aujourd'hui, moi, ma liberté, c'était de me dire, tu sais quoi, je m'arrête et je regarde le kangourou si j'ai envie de regarder le kangourou. Ça t'empêche pas d'avoir fait ton expédition avec ce que tu recherchais, les valeurs que tu es allé chercher, et en soi, c'est une performance. Alors que la personne juste avant, elle me disait que pour elle, une performance, c'était peut-être relié à un score, à un temps. Et est-ce que tu penses que parfois, les gens peuvent peut-être se mettre des barrières parce qu'ils ont peur de générer un résultat qui n'existe pas? Je sais pas si je suis claire dans ma question. Si, mais en fait, le sujet de la performance, pour moi, il était important que je le comprenne et que je le formule pour moi dès le début. Parce que ce qui était important dans ce voyage, c'était d'être capable d'aller jusqu'au bout, c'était d'être capable de faire ces 700 marathons. Les gens normaux font un marathon dans l'année et ils mettent plusieurs semaines à s'en remettre. Alors que moi, je devais courir un marathon tous les jours. Donc, ce qui était important dans mon cas, c'était de trouver le rythme et de trouver la manière de courir qui fasse que je reparte tous les jours avec les jambes fraîches le matin. Parce que pour moi, c'était hors de question de le faire dans la douleur. J'ai aucun attrait pour la douleur. Je voulais que ce soit du plaisir quand même. C'était une aventure où j'ai mis tout ce que j'avais dedans. Je vais pas le faire pour en baver pendant 2 ans et demi. Ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc, l'idée, c'était justement d'oublier tous ces marqueurs de performance. Je courais sans montre. En fait, j'avais un GPS qui mesurait quand même mon avancée kilométrique. Mais j'affichais pas du tout tout ce qui était marqueur de temps ou de rythme de course, pas du tout. Je laissais l'instinct déterminer comment j'allais courir. La performance, elle peut pas être centrale, elle peut pas être importante quand on en court 700 d'affilée, c'est pas possible puisque la performance c'est justement d'en courir 700. Donc c'est complètement déconnecté de toute histoire de temps, de rythme. Voilà, moi, je courais à une vitesse moyenne au final de 9,5 km/h. Certains de mes prédécesseurs couraient à 7, 8, 9, 10 km/h. Voilà, ça se situe dans cette fourchette-là et ça n'a aucune importance. Aucune importance. L'essentiel, c'est d'aller au bout, finalement, du rêve. Et dans le plaisir. Exactement. Dans le plaisir. Exactement. Et alors, 700 marathons et pas une seule blessure. Voilà. Et moi, c'est mon chiffre favori, le fameux zéro blessure. Parce que pour moi, c'était ce qui était très important là-dedans, c'était d'aller le faire en bonne intelligence. D'abord, il faut savoir que si on n'est que 7 à avoir fait boucler un tour du monde en courant, il y a plus de personnes que ça qui se sont lancées dans l'aventure. Moi, depuis que je suis revenu, j'en ai vu 3 ou 4 démarrer. Et il y en a qu'un seul qui est encore sur la route. Et ce qui se passe, c'est que voilà, ils se blessent, ils ont des fractures de fatigue, ils s'abîment les tendons. Des milliers de choses. Alors, je veux bien admettre quand même que j'ai probablement un capital génétique assez favorable, ça je veux bien l'admettre, mais il y a aussi il faut aller chercher l'intelligence du corps, il faut comprendre son corps, la biomécanique, comment ça fonctionne, comment tout est articulé, comprendre que le corps, il n'a pas besoin d'une chaussure en carbone ou avec 10 000 coussins d'air qui viennent au contraire mettre en l'air la manière dont le corps sait fonctionner naturellement, et le corps est bâti pour ça. Hein. On était des coureurs-chasseurs, c'est comme ça que l'espèce a survécu. Donc c'est de revenir un peu aux sources, de revenir à ce qui est simple et de revenir surtout à la connaissance et de pas laisser la connaissance aux autres. Enfin, pour moi, ça me paraissait absurde de me lancer là-dedans sans mettre vraiment lancer sur les planches d'anatomie, de comprendre comment mon pied fonctionne, comment ça fonctionne jusqu'à la hanche, comment je dois poser mon pied pour courir, quelle est la manière la plus intelligente d'absorber le choc de la course, etc. Et pour moi, ça faisait tout à fait partie de la préparation, parce que pour moi, c'était pas envisageable de le faire autrement ou de le faire dans la douleur. Ça m'intéressait vraiment pas. Donc, ouais, tu parles du travail quand même. Ouais, mais tu parles de scan corporel, ouais. pardon. C'est comme si c'était une méditation. Alors, je cherche un peu des mots. Enfin, voilà, j'improvise un peu des mots, mais quand tu le racontes, c'est comme si ça me fait vraiment penser à ça. Tu pars de tes orteils, tu l'analyses. C'est entre le ressenti et comme si tu avais vraiment, tu t'imagines un scan. Comment c'est en fait? Comment tu fais? Bah, l'idée, c'était de se dire, et c'est très basique, hein, moi, l'idée, c'était de se dire, quand je cours un marathon tous les jours, même une clope,
c'est emmerdant pour utiliser un mot un peu. Parce que une cloque un jour, ça veut dire de la peau à vif le lendemain. Ça veut dire que comme je cours un marathon tous les jours dessus, et que la transpiration, avec les chaussettes, etc., ça veut dire des trucs qui cicatrisent pas. Ça veut dire des douleurs. Ça veut dire je sais pas quoi après, des infections et compagnie. Donc même une cloque. Et quand on réfléchit un petit peu, on se dit mais attends, mais pour qu'une cloque se forme, il s'est quand même passé plusieurs étapes où le cerveau a pas réagi. Il y a eu la chaussette qui frotte, il y a eu un échauffement de la peau, il y a eu la formation de la cloque, il y a eu tout ça et le cerveau a rien attrapé parce qu'on est conditionné à aller au-delà de ces petites choses. On est conditionné à ne pas les écouter. Donc en fait, c'était de se reprogrammer mentalement, de me reprogrammer en me disant, eh ben voilà, moi je commence ma course et dès le début, dans les premières minutes de la course, je lance le premier scan corporel. Et je passe le temps qu'il faut. Les doigts de pied, tout va bien. Il y a rien qui frotte, il y a rien qui bloque, il y a rien qui, hop, la pointe du pied, le dessus du pied, les chevilles, les machins. Ça peut être un truc très bénin, comme des lacets trop serrés ou une chaussette qui frotte, une couture, ou ça peut être quelque chose, genre, aujourd'hui, la cheville va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens une tension dans la cheville? Qu'au début, on ressent des tensions. C'est des signes avant-coureurs. Que normalement, notre cerveau est habitué à ne pas les capter pas. Comme signaux. Donc moi, je capte la tension et je me demande pourquoi. Et puis on peut se poser mille questions. Est-ce que ça fait pas, par exemple, une semaine que je cours sur des routes en gravier ou du terrain instable? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de refaire une petite journée sur le bitume à la place et de partir des trails? Est-ce qu'il y a eu trop de côtes? Est-ce qu'il y a eu trop de descentes? Est-ce que la route est un peu inclinée? Ça arrive souvent vu que je cours sur le bord des routes. Et on cherche ce qui peut créer le problème. Ou est-ce que mes chaussures sont déjà à plus de 2000 km et ça commence il faut les changer. Voilà, ça commence à plus trop tenir. Et en fait, c'est de trouver des solutions à tout et de jamais laisser une tension sans réponse. D'adresser les problèmes, en fait. C'est chouette ce que tu racontes parce que, on pourrait presque en faire un parallèle avec la vie courante dans n'importe quelle situation. Ça me fait vachement penser à un auto-feedback, mais corporel. C'est-à-dire que, j'extrapole un peu, mais en soi, t'es capable, à un moment donné, d'aller à l'encontre de ton inconscient qui veut pas voir ce qui pourrait éventuellement te faire frein, mais qui à un moment donné va le faire puisqu'il l'a pas vu. Donc, tu te mets volontairement en éveil sur ce qui pourrait te mettre en alerte avant même que ça n'arrive. Et derrière, et tu le fais avant d'aller courir ou le soir en rentrant, tu vois, c'est comme si tu faisais un état des lieux de « Ok, alors qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Quels sont mes axes d'amélioration ?» Ça me fait vraiment penser à un feedback. Oui, alors sauf que en fait moi la source un peu de ça, c'était moi je viens du monde de l'entreprise, j'étais directrice financière et moi c'était l'image de c'est un projet très ambitieux dans une entreprise. Quand on veut emmener des équipes avec soi, des hommes et des femmes, et emmener tout le monde au bout sans un seul burn-out. Et en fait, moi, les hommes et les femmes, mes équipes, c'était les membres de mon corps. Il fallait que je les emmène au bout de mon aventure sans qu'aucun soit en burn-out, donc en souffrance. Et c'est l'équivalent quand j'analyse mes doigts de pied ou la plante du pied ou le dessus du tibia, c'est l'équivalent de demander à Jeannette à la machine à café si elle va bien et d'écouter sa vraie réponse. Et pas de se contenter de oui, ça va. Si on voit que ça va pas, on creuse un peu et on essaye de savoir. Et oui, il y a des parties du corps qui parfois sont surchargées parce que, je suis dans les Alpes, c'est de la montée tous les jours. Est-ce que je peux pas faire des compensations? Est-ce que je peux pas libérer un peu Jeannette et donner à Patrick qui lui en ce moment a pas grand chose à faire? C'est de faire ça en permanence. C'est exactement la même chose. C'est de dire, au fur et à mesure, ils te remercieront de les avoir écoutés, d'avoir adressé leurs problèmes, pas juste écouter, mais d'adresser les problèmes sur le coup. Et voilà comment on arrive au bout sans laisser des gens sur le carreau. Et c'était la même chose avec les membres de mon corps. C'est une super image et je pense qu'elle va parler à beaucoup et je pense qu'on devrait faire attention chacun d'entre nous à ce que chacun des membres de notre corps ne tombe pas en burn-out non plus et y faire attention. Voilà. Et tu fais même le parallèle, mais alors que ce soit ton scan corporel ou ta fabuleuse aventure, on pourrait presque en faire un parallèle avec la vie d'entreprise aussi, puisque finalement c'est comme un objectif qui est, alors je vais dire démesuré parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes le verraient en fait, mais en soi cet objectif qui est hyper ambitieux pour toi, mais qui t'anime et sur lequel tu as envie d'aller vers, finalement dans une entreprise, quand on a un objectif
alors qu'on nous ramène, là, du coup, c'est l'extérieur, mais avec un objectif qui est hyper ambitieux et qui a l'air insurmontable, finalement, tu nous parles que en élaborant un plan et des actions par étape et de faire évoluer les compétences et les capacités et de se remettre en question, est-ce que c'est pas aussi la clé, hormis le mental, qui est hyper important, d'arriver au bout de ce qu'on a envie de réaliser? Bah écoute, c'est exactement ce que j'ai fait depuis un an ça fait 1 an et demi maintenant que je suis revenue de ce tour du monde et j'ai délivré, je continue d'en faire d'ailleurs quelques-unes, des conférences dans le monde de l'entreprise. Et c'est exactement ça. Moi, j'ai géré ce tour du monde. Alors, avec tout le plaisir et l'excitation et ce que ça représentait en moi de plus fort et de plus personnel. Mais la seule science que j'avais en me lançant là-dedans, c'était la science de 20 années passées dans toutes sortes d'entreprises, à la tête de départements, de fonctions, etc. Et en fait, c'est d'utiliser cette science-là, qui est finalement rien d'autre que du bon sens. En donnant une direction claire et unique, en développant un plan dont la nature du plan est naturellement d'être bouleversée, parce que dans un plan, qu'est-ce qui se passe? Il y a des grains de sable, et voilà, et de l'accepter, de pas se dire oh là là, j'ai fait un plan, il marche plus. Bah non, au contraire, c'est génial, t'as fait un plan, il marche plus, t'en refais un, tu sais faire. Donc c'est ça en fait, et de dire à quelqu'un qui fait un plan, tu vas faire un plan et comme ça on va suivre le plan, c'est idiot en fait. C'est non, bah tu fais un plan comme ça, nous on se dit que c'est jouable, mais les circonstances autour, elles changent en permanence. C'est un yo-yo de tout, les marchés internationaux, le temps, tout change en permanence autour de soi. Et ben c'est génial parce que du coup nous on va changer ce qui est le plus important. Toi, tout d'un coup il y a une pandémie, bah si tu refais pas ton plan, ton projet il avance pas, ta boîte est cool. Donc voilà, et c'est la nature du plan. Donc d'avoir une direction claire et unique, ça c'est crucial. Et c'est comme quand je suis au début d'un continent. Istanbul, c'est ma ligne de mire, ou New York, ou Buenos Aires, etc. Et ça ne change pas. Donc, dans ton plan, voilà. Et le plan, c'est ce qui te fait y aller. Mais bien sûr que ça va changer en permanence. Et c'est pas un échec de changer son plan. Au contraire, c'est un succès à chaque fois d'être capable de rebondir avec un nouveau plan. De respecter effectivement les parties de son corps, c'est-à-dire d'emmener tout le monde sans burn-out. Et puis, un autre élément qui est essentiel, c'est ce que j'appelle les mécanismes de la motivation. Et ça, par exemple, pour la faire très courte, si par exemple je cours avec mon chronomètre et puis mon truc GPS à la main et qu'en fait le feedback de ma course, c'est à quelle allure je suis allé, en combien de temps j'ai fait mon marathon, c'est la montre qui me donne le feedback, donc c'est incontestable. Et en fait, elle me dit que j'ai fait un mauvais marathon ou elle me dit que j'ai pas bien couru aujourd'hui. Et c'est le seul critère qui compte. Alors que si j'y vais sans montre, eh bien moi j'ai mes sensations, j'ai l'aventure que j'ai vécue, j'ai autre chose. Donc, sur quoi on base son feedback? C'est ça qui est très important. Et en entreprise, c'est aussi important. Sur quoi vous allez baser le feedback de vos employés? Clairement, c'est hyper important. Faites en sorte que le feedback soit basé sur quelque chose qui est important, non seulement pour l'avancée du projet, mais aussi pour la personne à bien qui sûr. vous parlez. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et puis d'aller chercher. On dit souvent en entreprise, think outside of the box. Mais c'est bien d'avoir des idées qui sont un peu pas tout à fait ordinaires, mais le plus important c'est de trouver aussi des solutions qui sont pas ordinaires, parce que si on prend les mêmes solutions que tout le monde, et ben finalement elle sert à rien votre idée extraordinaire. Donc c'est un peu tout ça. Et moi j'aime bien parler en entreprise parce que c'est d'abord un environnement qui me parle et où ce genre d'histoire, moi je sais que j'adorais quand j'étais manager entendre un peu des aventuriers, des gens qui ont fait autre chose, parce que ça nourrit énormément la façon dont on gère son entreprise, ses équipes. C'est clairement l'objectif que je veux donner à ces interviews, en tout cas, pour montrer que finalement là on parle de sport, mais demain on parlera de toute autre chose avec d'autres invités. Mais c'est surtout de se dire finalement toutes les expériences de notre vie dans n'importe quelle situation, à partir du moment où on a l'énergie, où mentalement on arrive à modifier son état de pensée, qu'on est cohérent avec soi-même, etc. Finalement, il y a pas de limite, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport. On est tous et toutes capables de réaliser. Alors, je mets quand même un petit bémol. Il y a quand même des limites. Si mon rêve, ça avait été d'être championne de basket en NBA, t'aurais mis beaucoup plus de temps. 64, je te l'accorde. Bien sûr. J'étais vouée à la défaite. C'est pour ça que les capacités sont importantes à prendre en compte. Exactement ça. Les capacités et l'apprentissage. Exactement. Donc voilà. Marie, on va arriver à la fin de ce podcast. Je pourrais parler avec toi pendant des heures, mais malheureusement, le temps m'est compté.
En tout cas, j'ai une dernière question pour toi. La Marie d'aujourd'hui, qui est revenue, qui a franchi cette ligne avec le drapeau, où tout s'est arrêté finalement d'un seul coup derrière. C'est quoi les projets de Marie aujourd'hui? Comment la route est infinie en fait, parce qu'il y a 1000 manières de voyager. Moi, par exemple, il y a un continent que j'ai pas fait pendant ce tour du monde, c'est l'Afrique. Là, j'ai des grands rêves de traverser d'Afrique. Et puis, faut savoir, quand on traverse un continent en courant, on suit une seule ligne, mais il y a 1000 routes, 2000 routes, 3000 routes pour traverser un continent. Donc, en fait, pour moi, l'aventure, elle va continuer. Pour moi, c'était le début de quelque chose. Et puis, c'était dans la continuation. Donc, ma vie, elle continue. J'ai peut-être ouvert un peu plus le champ des possibles, on va dire. Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. J'ai hâte de suivre tes nouvelles aventures. En tout cas, n'hésitez pas, du coup, je te fais ta promo, à aller vous procurer Le Monde sous mes pieds. C'est un beau voyage que tu nous offres. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.